Bonsoir, il est 18h32 le 16 juillet 2026. Je vous propose d'ouvrir ce conseil municipal en vous remerciant de votre présence et en remerciant le public nombreux. Donc, il faut qu'une fois qu'on réfléchisse à d'autres salles, plus adaptées et plus confortables pour tout le monde. Je vous rappelle que l'enregistrement vidéo commence et que cette séance est publique et sera diffusée sur la chaîne YouTube. Je vous propose de désigner une secrétaire de séance. Patricia s'est portée volontaire et on la remercie. Je vais donc faire l'appel. Joël Gulon présent, Gilles Antose, Marilyn Jouve, Joris Belton, présent. Sophie Ayoub, présente. Didier Rajon, Yvette Segla, présent. Bernard Amtose, présent. Daniel Baird, présent. Monique Lefebvre, présent. Jacques Malfroy-Camille, excusé, représenté par Bernard Amtose, Claude Boulu, présent. Denis Gaveau, présent. Yves Bonneton, présent. Martine Vernet, présent. Marco Bazan, présent. Geneviève Alix, excusé, représenté par Gilles Amtose, Patricia Canova, présent. Sébastien Mettet, présent. Patricia Vacheron, présent. Marie-Arnaud Jouffret, présente. Maureen Barroso-Doneva, excusé, représenté par Daniel Baird, Manon Joubert-Boita, Francis Coréard, excusé, représenté par Madame Camille Bergdol-Fanac, Christophe Vignon, excusé, représenté par Madame Julie Mania, présente. Et Camille Bergdol-Fanac, présente. Nous avons le quorum, nous pouvons délibérer. Je fais passer la page des signatures. Nous vous avons, dans l'après-midi, envoyé 2 ou 3 petits correctifs sur les délibérations, en rappelant que les délibérations sont là pour vous aiguiller, mais qu'elles ne sont définitives qu'à partir du moment où on les a approuvées. Et il y avait une petite coquille dans l'ordre du jour, puisque notre logiciel, vous savez qu'on a un peu des... Il est un peu capricieux, notre logiciel, malgré la bonne volonté d'Albert. Et dès qu'on enlève un point, pouf, il nous avait enlevé la 10. Donc on est passé de 9, 11, 12. Dans l'ordre du jour, mais le reste était bon. Et puis on a changé 2 ou 3 choses. J'y reviendrai dans une délibération où on a inversé 2 chiffres à un endroit qui disait que le calcul, si on le refaisait, n'était pas bon. Mais l'ordre du jour est inchangé, donc nous pourrons délibérer de manière convenable. Je n'ai pas d'informations particulières à vous communiquer, donc je vous propose sans plus attendre d'ouvrir ce conseil municipal avec l'ordre du jour, notamment le premier point qui est l'approbation du procès-verbal du 16 juin 2026 en vous demandant s'il y a des remarques. Pas de remarques, je le soumets au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Le rapport est approuvé à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 2. Nous allons approuver le plan particulier de mise en sûreté qu'on appelle le PPMS à l'école publique du château. Donc c'est une évolution, une mise à jour. Je donne la parole à Joris Belton. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tout le monde. Je vous fais grâce de la lecture des différents articles et circulaires interministériels. Comme disait Monsieur le maire, le PPMS est un document qui est obligatoire pour tous les établissements scolaires. Il vise à organiser la sécurité des élèves et des personnels en cas d'événements graves, comme par exemple catastrophe naturelle, accident technologique ou menace d'origine humaine. Depuis 2019, un PPMS unifié a été instauré afin de regrouper en un seul document les dispositions relatives aux risques majeurs et aux situations d'attentat-intrusion. Et ce plan permet de déterminer les procédures d'alerte, de confinement, d'évacuation, de mise à l'abri et de mesures de communication en situation de crise. Donc il a été élaboré en collaboration avec la direction de l'école, les collectivités territoriales, les services de secours, les autorités préfectorales et avec nous également. Donc le PPMS, il comprend 2 parties. La première, c'est la description de l'école. Et la deuxième, c'est l'organisation interne de l'école et les conduites à tenir, en tout cas s'il se passe quoi que ce soit, même pendant les tests qui sont effectués. L'école publique du château a mis à jour son PPMS pour adapter ce format unifié. Il appartient au conseil municipal en tant que responsable des établissements scolaires et partenaire de la sécurité des élèves d'en approuver le contenu et d'en assurer les moyens nécessaires à son application. Il est précisé que dans
ce cadre, la ville a réalisé des travaux afin d'équiper l'école publique du château d'un système de sonnerie et d'alarme sonore en conformité avec les dispositions PPMS. Et on l'a vu, du coup, le 2 juillet, durant la commission jeunesse, vie sociale et association. Donc, je vous propose d'approuver ce PPMS unifié de l'école publique du château tel qu'il a été présenté en séance et d'autoriser le maire à mettre à disposition les moyens matériels nécessaires à l'application de ce plan en lien avec le directeur de l'école. Est-ce que vous avez des questions? Merci Joris. Questions ou interventions? Bon, sachant que c'est une mise à jour et que c'est unifié dans le sens où pour les deux établissements, dans les deux endroits, maternelle et primaire, pardon, maternelle et élémentaire, ça sera un seul système. Et je remercie Monsieur Vitali et tous les partenaires qui ont préparé ce dossier parce que c'est lourd à faire. Vous avez vu dans votre convocation, vous avez une partie allégée et il y a toute la partie confidentielle que l'on garde. Mais c'est nécessaire en espérant de ne pas en avoir besoin. Pas de questions, je le soumets au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Point numéro 3, nous allons renouveler le projet social et je laisse la parole à Joris Belton. Alors, la ville de la Côte-Saint-André, comme vous le savez, assure la gestion d'un centre socio-culturel. Donc, c'est les sources, avec Natacha qui est présente ce soir, et je vous remercie. Le CSC, du coup, le centre socio-culturel, dispose d'un agrément centre social délivré par la caisse d'allocation familiale. Celle-ci impose que chaque centre social dispose d'un projet social qui est une feuille de route pour guider ses objectifs et ses actions. Le précédent projet social a été uniquement accordé pour 2 ans parce qu'il y a eu un déménagement. On est passé des sources à l'ancien centre des impôts au rez-de-jardin. Les axes généraux du projet social restent identiques. Ils ont été étudiés en commission jeunesse, vie sociale et association le 2 juillet durant la même commission. À noter que les 3 premiers axes restent inchangés depuis le dernier conseil municipal où on est passé donc, le 9 juillet 2024. Et on a fait le choix de rajouter l'axe jeunesse, donc qui est l'axe numéro 4, accompagner les jeunes en leur offrant la possibilité de faire preuve d'opportunité tout en développant les partenaires et l'accès pour tous. On a fait le choix effectivement de le mettre aussi également en vote au conseil municipal et de vous le présenter parce qu'on a aussi cette action jeunesse qui n'apparaît pas forcément dans le projet social et familial parce que c'est un autre projet qui est spécifique à la jeunesse. Voilà. Donc je vous propose d'adopter les axes du nouveau projet social du centre socio-culturel Les Sources, tout simplement. À noter également que je tiens à remercier Natacha, son équipe, également le comité d'habitants et les différents partenaires qui sont impliqués dans ce projet. Parce que du coup, c'est un projet qui a duré que 2 ans. C'est fastidieux quand même à remettre à jour avec tout un travail qu'on a eu autour du déménagement, les nouveaux locaux et les futurs locaux qui vont arriver. On n'a pas forcément de date pour l'instant, mais il y a en tout cas cette éventualité-là qui a été mise dans le projet social. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou interventions? Martine? Sur l'axe d'objectif 3, accompagnement des associations, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce label, le Guide Asso? Oui, donc le centre socio-culturel, du coup, a le label Guide Asso. Si une association souhaite des informations, ou les personnes souhaitent créer une association, ils vont au centre socio-culturel et après, ils les aident à créer, du coup, l'association et à les accompagner. En tout cas, ils répondent sur les 2 premiers niveaux. Et si ça devient, entre guillemets, trop technique pour le label qu'on a, on va les réorienter vers l'association J'Aspire, qui a le niveau supérieur, entre guillemets, au niveau de ce label et qui va pouvoir répondre à cette question. Merci. Voilà. Pas d'autres questions? Je vous propose de passer au vote et comme c'est quand même un projet social et qu'il y a eu beaucoup de travail, je m'associe aux remerciements de Joris pour Natacha et son équipe. Bien entendu les bénévoles et remercier aussi la CAF parce que la CAF, alors des fois on la voit comme un partenaire un petit peu contraignant parce qu'il impose des choses, mais la CAF nous aide beaucoup en termes de participation financière
Et il faut le souligner. Donc, je vous propose pour ce vote de faire un peu de manière particulière sur les votes importants, de commencer d'abord pour savoir qui est pour, et ensuite je ferai les abstentions et les contre. Alors, qui est pour? Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Et on va pouvoir libérer Natacha. Et je témoigne, elle était déjà avec nous aujourd'hui, elle a eu une belle journée. Donc, sachez que nous vous environs si vous prenez un peu de fraîcheur dans votre voiture. Alors, merci en tout cas et félicitez toutes les équipes. Nous passons au point numéro 4, subvention aux associations pour l'année 2026. Rapporteur Joris Belton. Bonsoir. C'est la dernière, je vous promets. Alors, dans le cadre de sa politique de soutien aux associations, la ville attribue depuis de nombreuses années des subventions aux associations en fonction de leur investissement sur la vie locale. Tout d'abord, je tiens à remercier Sébastien Métet de m'avoir du coup transmis les éléments par rapport à l'historique au niveau des associations, le travail qu'il a pu déjà faire avec les associations, ça me facilite déjà grandement la tâche. Donc on a pu regarder du coup ces subventions que je vais vous énumérer en commission le 2 juillet également. Donc il vous est proposé pour le soutien aux clubs sportifs locaux, l'Académie d'Aïkido 400 €, Amicale Boule Côtoise 2400 €, Amicale Laïque Côtoise Tir 1000 €, Club Nautique Subaquatique de la Bièvre 1000 €, Entente athlétique Gilonnet-la-Côte, 3500 €. Le foot de la Côte-Saint-André, 7800 €. Le handball club Côtois, 1800 €. Judo club Côtois, 3300 €. Randonnée promenade, 500 €. UAC rugby, 5300 €. Pour le soutien à la culture et l'animation locale, musiciens en Bièvrelière, 1000 €. Ensemble musical Kainos, 400 €. Chorale Chantebiève, 400 €. Restauration des orgues de l'église Saint-André, 500 €. Société Philharmonique, 500 €. Côté patrimoine, 2000 €. Pour le soutien aux écoles, l'OCE projet pédagogique, c'est l'école primaire publique, 3000 €. L'association autour de l'école, 1025 €. Et l'appel de la Côte-Saint-André, 625 €. En soutien à l'entraide sociale, aide et soins, 3500 €. L'ADMR Ricandel, service portage de repas à domicile, où j'attire votre attention, vous avez eu la convention également en annexe de 6665 €. ADMR du Biel, 1000 €. Équipage, 300 €. Secours populaire, 2000 €. Secours catholique, 2000 €. Les restos du Cœur de Penol, 2000 €. Pour les associations diverses, la Côte-Saint-André Commerce Plus, 9600 €. L'Amicale des donneurs de sang, 250 €. L'AFNACA, 200 €. Amicale des anciens élèves du foyer départemental, 300 €. Et sur le côté bourse à projet, 300 € pour le Scrabble, ils avaient une finale. Le club subaquatique de la Bièvre, 1000 €. Ils sont en lien avec l'IME et ils font aussi également de la formation de leurs moniteurs. Et Passion Gym, ils avaient 2 gros déplacements, donc c'est pour ça qu'il y a aussi 2000 €, et leur budget était de 7500 €. Je vous propose de se prononcer sur ces propositions, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec l'ADMR, la Ricandel, pour le service de portage de repas à domicile, de verser ses subventions, ses dépenses étant prévues à l'article C65 748, subventions aux associations du budget 2026 de la ville. Est-ce que vous avez des questions ou remarques? Martine Bernet. Au niveau de Passion Gym, ce projet de 2000 €, c'est uniquement des déplacements ou il y a autre chose dans les projets? Alors, c'est uniquement des déplacements. Et je vais apporter un peu plus de précision. Le temps que Joris cherche, c'est un club qui fait beaucoup de compétitions et qui a énormément de monde et évolue très rapidement.
On fait des finales régionales chez nous qui ont attiré énormément de monde, voilà, même national, hein, à certains niveaux. Et ils ont des filles qui sont montées à un certain niveau qu'il faut accompagner et qu'il faut suivre. Et donc, à partir du moment où il y a du sport de haut niveau, on accompagne aussi, parce qu'en fait, ça tire les autres comme moteur. On les avait déjà félicités au moment de l'Assemblée générale. Alors, en tout cas, c'est un club qui a démarré juste post-Covid avec Sébastien en accompagné et qui est dans une explosion aujourd'hui de réussite et qu'on ne peut qu'encourager. Voilà ce qu'on peut dire. Tu as peut-être des informations plus précises? Oui, c'est 2 compétitions nationales prévues par équipe, donc Marseille et Armentières au niveau des déplacements. Voilà. Donc, dès que tu arrives à un grand niveau, ben voilà, faut te déplacer. Et c'est toute une équipe à déplacer, c'est pas juste 2-3 personnes, avec personne encadrant, enfin, les bénévoles, etc. Voilà. Madame Manier. Madame Mania. Alors moi j'avais juste, alors déjà une première remarque, je te remercie pour la clarté de la commission qui nous a permis d'avoir un échange constructif et de comprendre en fait comment était construit en fait ce tableau. Donc c'était très appréciable. Et on avait du coup quelques questions qui étaient restées en suspens, donc je suppose que les réponses sont arrivées de manière positive, qui permettent aujourd'hui effectivement d'afficher ce tableau-là, parce qu'il y avait 1 ou 2 clubs où il y avait des doutes, il y avait des questions à poser complémentaires, mais je suppose que du coup tout a été... Les questions qui restaient en suspens, c'était surtout sur un appel à projet où pour l'instant on n'a pas eu de retour et qui n'a pas été mis du coup, qui n'a pas été fléché ici. Donc ce qu'on fera, c'est on pourra le revoter plus tard s'il y a des nouveaux appels à projets qui arrivent ou si on a plus de précisions concernant cet appel à projet en particulier. Et puis il y avait le hand en fait, où on Oui. a eu des échanges. Oui, ok, d'accord. Voilà. Très bien. D'autres questions? Donc effectivement, la bourse à projet reste ouverte au fur et à mesure dans l'année. Et effectivement, je voudrais simplement, avant qu'on passe au vote, redire notre importance que nous attachons, notre équipe, à aider les associations. Et c'est pour ça que, je le rappelle, hein, même pour les nouveaux, pendant le Covid, sous l'impulsion de Sébastien, nous avons maintenu nos subventions et nous avons lancé les bourses à projet parce que c'est là qu'il faut accompagner les associations. C'est pas forcément leur donner de l'argent pour dire de leur donner de l'argent, mais quand il y a un projet spécifique, une action particulière, un événement particulier, eh bien, il faut qu'on les accompagne sur une aide, effectivement, en termes d'argent, en n'oubliant pas que tout au long de l'année, on aide des associations par les équipements, par les structures, par la logistique, par toute la partie technique qu'on leur met à disposition. Et je peux vous dire que, fréquentant régulièrement les associations, elles nous remercient parce qu'elles reconnaissent qu'elles ont un niveau d'aide sur la Côte-Saint-André qui est confortable. Et je veux en profiter parce que quand on aide des associations, on aide aussi à la dynamique de la ville. Cet argent qu'on met là, il est utile parce que pendant ce temps que les gamins font du sport, ils ne font pas d'autres choses. C'est valable aussi pour les adultes, hein, il n'y a pas que les enfants. Mais en tout cas, on a une richesse associative sur la Côte-Saint-André qui est forte et ça mérite qu'on les accompagne par ces subventions. Donc, par rapport à ce que vous a présenté Joris, est-ce qu'il y a des gens qui sont pour? Alors moi, je m'abstiens. Les prennent pas part au vote. Je n'ai pas tourné assez vite. Les gens qui ne prennent pas part au vote, Joris Béton ne prend pas part au vote, Marie-Arnaud Jouffret ne prend pas part au vote et Marilyn Joux ne prend pas part au vote. Pour explication pour le public, c'est qu'ils sont impliqués dans la vie associative et ont des fonctions d'encadrement et donc ils ne peuvent pas participer au vote. Il y a d'autres personnes qui ne prennent pas part au vote. Donc ceux qui prennent part au vote, qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, unanimité des personnes qui s'expriment. Je vous remercie au nom des associations. Je les félicite pour leur dynamisme. Point numéro 5. Quand vous avez compris à grand regret que Joris n'intervenait plus, donc nous donnons la parole, c'est un peu des nouvelles interventions pour tout le monde ce soir. Sophie Ayoub pour la mise à disposition de locaux au Château-Luance pour la CMF. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc la CMF, c'est-à-dire la Confédération musicale de France,
sollicite la ville de la Côte-Saint-André pour un renouvellement de mise à disposition d'une salle de réunion et de salles permettant le stockage d'instruments de percussion qui leur appartiennent. Voilà. Donc moi je voulais juste rajouter qu'en contrepartie, la CNF prête ses instruments à l'école de musique. C'est important, on prête des salles, on prête des instruments. Et cette convention est signée pour 3 ans. Donc, la ville de la Côte-Saint-André souhaite à nouveau répondre favorablement à cette demande, car cette association participe régulièrement à l'animation de la ville. La commission culture et animation de la ville a étudié ce dossier le 3 juillet 2026. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition des locaux au château Rosé. Est-ce qu'il y a des questions? Nous rajouterons le S. C'est où qui manque le S? Deux locaux, c'est pas faux non plus, mais oui, on rajoutera. Mais oui, pas de souci. En dehors de ces 2 corrections, est-ce qu'il y a des questions ou remarques? Pas de remarques, pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? On part au vote. Ah, pas. Mais c'est marqué. Hein. Ben, c'est marqué. Oui, c'est marqué là, mais je ne lis pas. C'est pas grave. Marilyn Jouve ne prend pas part au vote. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne prennent pas part au vote? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Point numéro 6, ça va être moins drôle. Adhésion du contrat de santé. Donc tout ce qui est ressources humaines, je les porte directement. Je vous rappelle que nous avons signé une convention de participation avec le centre de gestion en mars 2026, que nous avons délibéré de manière antérieure en juin 2025 pour donner un mandat au centre de gestion, de nous chercher une mutuelle pour notre personnel, que nous avons discuté de cela en comité social territorial le 7 juillet 2026, et que les centres de gestion, je vous rappelle, peuvent souscrire des conventions de participation de protection sociale complémentaire pour le compte des collectivités du ressort qui le demandent. L'objectif étant, le centre de gestion étant départemental, et bien d'avoir un maximum d'adhésion et d'adhérents pour que les prix soient les plus attractifs pour le personnel. Et donc ce soir, il vous est proposé, ça doit être, c'était 2026 là, ouais, c'est ça. Donc, ce soir, il vous est proposé que nous attribuions la mutuelle santé conformément à ce qu'a pris en place le centre de gestion et de retenir la mutuelle nationale des territoriaux, la MNT, de dire que nous participerons à hauteur d'un montant de 15 € brut mensuel par agent qui le souhaite, parce qu'on rappelle que l'agent a la possibilité de le faire ou pas, parce qu'il peut avoir une mutuelle dans sa famille avec son conjoint qui fait qu'il a une mutuelle plus intéressante. Et donc, je vous propose ce soir d'adhérer à cette convention de participation pour le risque santé conclue entre le centre de gestion de l'Isère et la MNT pour la période 2027-2032, d'accorder la participation financière de la collectivité à hauteur de 15 €, sachant qu'on le fait déjà depuis quelque temps et que c'est obligatoire depuis le 1er janvier 2026 dans les collectivités, mais nous, on était déjà en application depuis un certain temps sur notre collectivité de m'autoriser à signer tous les actes. Voilà, c'est une discussion qu'on a eue avec le personnel. Cette mutuelle-là, c'est toujours difficile de comparer une mutuelle les unes par rapport aux autres, mais celle-ci, en rapport prix-prestation, a l'air de satisfaire le personnel. Donc, c'est pour ça que je vous la propose. Est-ce qu'il y a des questions? Là, pour le coup, personne ne prend pas part au vote, donc pas de souci. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Point numéro 7, mise en place des titres restaurants. Donc, depuis un certain temps, la loi 2007-209 a introduit le principe de mise en œuvre d'une action sociale pour les collectivités au bénéfice de leurs agents. Il appartient donc à chaque assemblée délibérante de fixer le montant et le type des aides sociales qu'elle peut apporter à son personnel. Je vous rappelle que, on vient de le voir tout à l'heure, on a mis en place
la mutuelle, on a d'autres actions, on est sur également de l'accompagnement de la complémentaire, du maintien de salaire, pardon. La prévoyance, ouais, je suis en train de chercher le terme. Et ce soir, moi j'ai le plaisir et l'honneur de vous proposer de mettre en place des tickets restaurants pour nos agents. Voilà, alors ça s'appelle maintenant, je parle souvent des tickets, mais c'est des titres, puisque c'est dématérialisé, et donc c'est plus facile en gestion. Et donc, vous aviez joint à votre délibération le projet de règlement d'attribution, puisque je rappelle qu'il faut avoir une pause entre midi et 2 pour pouvoir en bénéficier, que ceux qui sont en journée continue n'en bénéficient pas, et qu'en fonction de votre jour de présence ou pas, ben, vous avez droit à l'étiquette. Donc tout ça, c'est dans le règlement. Et l'objectif, c'est de, à partir du moment où la personne remplit les conditions, de pouvoir lui attribuer un ticket restaurant à 5 € avec une participation de 50% de la collectivité. Voilà ce qui vous est proposé ce soir, en rappelant que ça fait suite à une série d'engagements que j'avais pris ces dernières années auprès du personnel, parce qu'on était d'abord sur le plan de prévention des risques psychosociaux, parce que ça c'était important, il fallait le mettre en place. Ensuite, on a amélioré et on continue à améliorer régulièrement leurs conditions de travail. Nous avons également eu un axe fort de reconnaissance de leur professionnalisme parce que nous avons refondu le régime indemnitaire et nous avons travaillé également depuis l'arrivée d'Élodie Masclet sur un volet spécifique d'évolution de carrière, notamment par le développement des formations, et on accompagne et on incite le personnel à se former parce que c'est essentiel pour qu'ils puissent progresser tant en termes de compétences qu'en termes de rémunération. Il restait un point sur lequel je m'étais engagé, mais qui était plus long, parce qu'il fallait aussi la capacité financière à la collectivité de le porter. Eh bien, ça sera fait ce soir en augmentant et en mettant en place ces titres restaurants, parce que ces titres restaurants, ça veut quand même dire que c'est du pouvoir d'achat pour le personnel, puisque ce n'est pas imposable, et qu'on participe à hauteur de 50%. On a décidé de mettre 5 € parce que chaque euro compte pour les agents en fin de mois. Et si on met une valeur faciale trop forte, ben, tout le monde ne peut pas prendre parce que ça reste un reste à charge qui peut être important. C'est un frein, moi je l'ai connu dans d'autres collectivités. Et puis c'est également, il ne faut pas l'oublier, un atout pour la collectivité, parce qu'en termes de recrutement aujourd'hui, avoir des tickets restaurants, ça fait aussi partie des choses que les gens nous demandent pour savoir s'ils viennent ou pas dans d'autres collectivités. Voilà pourquoi je suis content, parce que ça permettra à la vie d'être plus active, attractive, et également à notre personnel de pouvoir bénéficier de ces types de restaurants dont on parle depuis un certain temps, voire un temps certain. J'ouvre les questions ou débats. Pas de questions, pas de débat. Tout le monde veut prendre part au vote. Il ne faut pas avoir de fond. Hein. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Eh bien, écoutez, au nom du personnel, je vous remercie. Je ne l'ai pas dit, pour avoir une notion, c'est 10 000 € à peu près estimés en 2026. Ça sera à peu près 30 000 € sur 2027 en année pleine. Et ça, c'est à condition que 100% des agents, tels qu'ils sont actuellement dans leur contrat, sont présents. Donc ça enlève les congés maternité, absence, etc. etc. Donc, la fourchette maximum est de 30 000 €, ce qui est une somme importante pour la collectivité, mais nous l'assumons et nous la portons. Point numéro 8, modification du tableau des emplois, création et suppression de postes. Donc nous avons, vous savez, un tableau des emplois et nous le mettons à jour régulièrement. Je vous rappelle que pour les suppressions de postes, nous ne pouvons les faire qu'à partir du moment où nous les avons passés en comité social territorial. Ça a été fait le 7 juillet dernier, et que dans ce cadre-là, on peut maintenant supprimer, puisque nous avons eu accord et l'unanimité du CST, les postes suivants, tels qu'ils sont affichés à l'écran, sachant que les deux premiers, c'est de la promo interne, et donc on a créé dans d'autres conseils leur grade. Voilà, je vais y revenir simplement pour un truc, pour un particulier. Donc les deux premiers, c'est des avancements de promotion interne. On a créé leurs postes, là on les supprime. Sur la police municipale et le technique, c'est deux postes que nous avons ouverts comme ça, mais nous avons recruté sur un grade supérieur. Donc on supprime ces postes qu'on n'a pas besoin et on a créé les postes supérieurs. Cas spécifique du technique est ici, puisque nous avons ouvert un poste d'ingénieur, nous allons recruter un ingénieur principal
Et donc là, pour le coup, on ouvre le poste en même temps. C'est notre directeur de projet, de grands projets, puisqu'on a la joie et la chance d'avoir trouvé quelqu'un, en espérant de le garder très longtemps, qui va nous accompagner sur les grands projets, puisque je rappelle que notre chargée de Petite Vie de demain, Agathe Diouf-Fernandez, nous quitte demain, puisqu'elle a fait ses 5 ans et qu'elle souhaitait aller voir d'autres horizons. J'en profite d'ailleurs pour remercier Agathe de tout le travail qu'elle a apporté, puisqu'elle a porté PVD pendant des années, et elle a porté également toute la partie habitat, pas que le projet. Et donc dans l'habitat, puisqu'on sait que c'est important, nous vous proposons ce soir, et c'est le nouveau poste que nous créons réellement, qui est la dernière ligne de poste de rédacteur pour pouvoir avoir un chargé de mission habitat, puisqu'il faut suivre l'habitat de manière précise. Et donc ça veut dire que le chargé de grand projet s'occupera vraiment des projets, et on prend quelqu'un sur un rédacteur pour la partie habitat. Et vous avez donc dans la délibération ensuite la synthèse. Voilà, je prends un peu le temps d'expliquer parce qu'au-delà des chiffres et des tableaux, eh bien, il y a des hommes et des femmes qui font tourner notre collectivité. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Qui est contre? Abstention? Voté à l'unanimité, je vous remercie. Point numéro 9, actualisation du régime indemnitaire qu'on appelle le RIFSEP. Ne me demandez pas la signification, c'est régime indemnitaire tenant compte des fonctions, suggestions, expertise et engagement professionnel. Je l'ai fait parce qu'il était marqué dans la délib. C'est jamais facile. Nous l'avons voté il n'y a pas très longtemps puisque nous l'avons ajusté le 21 avril 2026. Mais comme nous avons des difficultés à trouver notre directeur de projet, il faut le mettre sur un grade spécifique, il a une rémunération particulière. Donc la seule chose qui vous est demandée ce soir, c'est dans le groupe des ingénieurs, dans le groupe A2 où nous n'avions que des directions de pôle, de rajouter directeur de projet, si vous pouvez juste avancer la délib, directeur de projet pour qu'il puisse avoir sa grille de rémunération au niveau. Voilà, tout simplement, il faut qu'on adapte parce qu'on ne sait pas en fonction des personnes que l'on trouve. Donc là, simplement, on a rajouté dans cette ligne-là le groupe A2, directeur de projet. En rappelant que le montant annuel là, c'est un montant maximum. D'accord. Ensuite, on attribue. Le reste de la délibération est inchangé, celle que vous aviez votée en avril 2026. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des pour? Des contre? Abstention? Voté à l'unanimité, je vous remercie. Point numéro 10, redevance d'occupation du domaine public routier télécom année 2026. Donc c'est là qu'il y avait dans votre délibération une petite inversion puisque le souterrain et l'aérien étaient inversés. Alors, simplement pour faire simple, vous savez que le domaine public, il est dit inaliénable. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas être privatisé par quelqu'un. La personne peut l'utiliser, mais que de manière et exclusivement temporaire et doit payer une redevance. Et dans ce cadre-là, quand il y a des conduites de téléphone, de poteaux EDF, on a Enedis, enfin EDF, qui nous paye les gros pylônes, et bien là, Orange nous paye une redevance. Donc c'est par année, c'est en euros par kilomètre. Donc, vous voyez que ça ne va pas chercher non plus, voilà. Que vous avez un truc important, c'est l'indice de revalorisation qui est de 1,637,15 qui est ici. Et ensuite, on regarde combien on a de kilomètres d'artères aériennes, ça c'est les fils, combien on a d'artères souterraines, ça c'est tout ce qu'on a de téléphonie d'enterré, combien on a d'emprise au sol, donc nous on n'a pas grand-chose. Ensuite, on prend les kilomètres, on prend le prix au kilomètre que vous avez vu tout à l'heure, et on fait l'indice de revalorisation. Tout ça pour arriver à 3 933 € et 22 centimes. C'est toujours ça. Voilà, donc il vous est proposé ce soir d'appliquer des tarifs de redevance d'occupation de domaine public à Orange, parce que bien entendu, vous pensez bien que si vous ne lui demandez pas pour le coup,
il peut avoir tendance à oublier, de vous dire qu'on fera un titre de recette sur un article spécifique, et puis de vous dire surtout que les tarifs seront révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice général relatif aux travaux publics. C'est l'indice que je vous dis qui était tout à l'heure à 1,673 et quelques. Tout simplement, ça veut dire que maintenant, nos délibs, elle est valable tant que Orange ne change pas sa méthode de calcul. Oui. Est-ce qu'au niveau de l'écrit, il faut aussi intervertir votre tableau, vous avez interverti. Le calcul était déjà bon. 40, et puis au niveau de l'écriture aussi ici, est-ce qu'il n'y a pas à intervertir le nombre d'équipements? Non, le montant, les montants en fait d'artères aériennes, souterraines et en prise au sol, ils correspondaient bien à la bonne. Non, c'est que dans le tableau en haut. Que le tableau. Parce que quand j'ai refait le calcul, j'ai dit on n'y est pas. Et en fait, en faisant le calcul, on est bon. Non, c'est tout bon. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Personne travaille chez Orange? Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Point numéro 11, le dernier point de ce soir. Approbation du règlement budgétaire et financier. Donc, nous avions inscrit à l'ordre du jour du précédent conseil municipal ce règlement budgétaire et financier. Nous avions omis de le passer en commission des finances. Ça a été chose faite le 9 juillet 2025, en rappelant que au renouvellement de chaque équipe municipale, eh bien, la ville doit se doter d'un règlement budgétaire et financier, que ce règlement, il a pour objectif de décrire les procédures de fonctionnement de la collectivité. Et j'ai tendance à dire qu'il est plutôt là pour définir nos règles telles que les élus décident de déléguer au service la manière de fonctionner, notamment avec le SGC, avec le service général de compta, pour définir de comment on applique la pluriannualité, comment on applique les calculs de nos autorisations de programme, comment on paye, etc. Une des nouveautés, si vous voulez, grosso modo, ils ne prennent plus les chèques. Voilà. Hein, qui n'est pas facile pour nous, qui n'est pas facile pour les usagers, mais ils ne prennent plus les chèques et ils sont de plus en plus vigilants sur les manières dont on fait les choses. Et puis, autre nouveauté, par rapport à celui que vous aviez pu voter avant, c'était le compte financier unique qui maintenant remplace le compte administratif que nous avions avant. Voilà, sinon c'est un document interne mais nécessaire. Et donc je vous propose ce soir d'approuver ce règlement et de m'autoriser à en signer les documents qui vont avec. Il y a des questions? Madame Magnier. J'avais une question sur le chapitre 2, la programmation pluriannuelle d'investissement. Il est inscrit dans le document qu'il est donc préparé pour plusieurs années et révisé annuellement lors d'un comité. Est-ce qu'il serait possible d'avoir des informations complémentaires quant à ce comité, de qui il est constitué, comment il se réunit, avec quelle fréquence et comment il est prévu de rendre compte, enfin, en tout cas faire part des informations auprès des élus et de la population sur ce qui a été changé lors de ce comité, s'il vous plaît. Alors, je vais vous répondre la même chose que j'ai répondu à M. Coréard en commission des finances à laquelle vous n'étiez pas. Le plan pluriannuel d'investissement est un document interne et facultatif, optionnel, qui nous permet d'avoir une vision sur la durée de notre mandat. Et ce document nous permet, quand on l'écrit ici, nous permet avec le SGC d'avoir une vision pluriannuelle et lui permet à lui de nous faire nos études rétrospectives et prospectives, puisque je rappelle qu'une des fonctions aussi du SGC, c'est de vérifier si la collectivité paye bien et encaisse bien, mais également si elle va dans le bon sens et qu'il n'y a pas de difficulté. Donc ce PPI, c'est un document qui est fait en interne, et c'est vrai que la ville de la Côte-Saint-André a un PPI, et fort heureusement. Ce document, c'est un comité. Ce comité, on l'a appelé le comité PPI, dans lequel il y a le maire, les adjoints et les directions de pôle. Et nous balayons ensemble régulièrement, tous les 6 mois, nous balayons nos dossiers, nos projets, et regardons ce qui est fini, ce qui est avancé, ce qui est à retarder en fonction des différentes contraintes, et puis qui nous permettent d'anticiper le budget. Voilà, on en a réuni un pas plus tard que tout à l'heure, cet après-midi.
pour décider de comment on allait jusqu'à la fin de l'année. Voilà ce qu'est notre PPI. Il y avait une question complémentaire sur l'information qui pouvait être faite à toute la population, aux élus, sur le contenu et les échanges qu'il y avait eu lors de ce comité. Alors, la population, j'ai des documents officiels qui s'appellent le débat d'orientation budgétaire, qui font l'objet d'un rapport d'orientation budgétaire. Nous avons le budget primitif, qui permet à la population de savoir où on va. Je rappelle que dans notre débat d'orientation budgétaire, nous avons pour la population une vision pluriannuelle. Depuis que je suis maire, il y a une vision pluriannuelle. Et nous avons le CFU, le compte financier unique, qui permet à la population de voir le résultat de nos actions. Donc la population, par rapport à la réglementation, a connaissance de l'ensemble de nos actes comptables et financiers que nous faisons. Donc ce document, il est interne, ce n'est pas un souhait de le diffuser. D'autres questions? Oui, Madame Manière. J'avais une question sur, attendez, c'est un des derniers points. 7, information des élus. Notamment, il est indiqué qu'il doit y avoir une publication des documents DOB, CFU. D'ailleurs, ce n'est pas inscrit CFU, c'est écrit compte administratif. Donc, il y a une toute petite rectification à faire peut-être dans l'article. En tout cas, une mise à disposition en ligne. Je voulais savoir où ces documents seraient disponibles sur le site de la commune. Sauf erreur, jusqu'à présent, ils ne sont pas accessibles. En tout cas, je n'ai pas réussi à les trouver. Je me retourne vers la technique pour savoir s'ils ne sont pas accessibles. Ces documents, ils sont présentés en conseil municipal. Dès lors, ils font l'objet de publication en ligne sur le conseil a posteriori. On vérifiera bien évidemment s'ils sont présents, mais de toute façon, ça correspond cette typologie d'information qui est donnée. Le rapport d'orientation budgétaire, le budget primitif, effectivement, il faudra qu'on corrige compte administratif par CFU, sont mis en ligne de toute façon avec les délibérations correspondantes. Donc, il ne doit pas y avoir de difficultés à les obtenir. Je vais toutefois m'assurer en lien avec le service com qu'on puisse y accéder facilement, parce qu'on sait qu'effectivement sur la rubrique d'accès à tous les documents en ligne de la collectivité, on a peut-être à inventorier différemment pour faciliter l'accès à l'information. Ouais, on vérifiera. Les délibérations qui sont présentes, mais les documents tels qu'ils sont présentés ne sont pas disponibles en l'état dans leur globalité. Et voilà, c'était vraiment juste faciliter en tout cas l'accès à cette information qui est neutre et factuelle. On a dans notre site qu'on a refondu il y a quelque temps, on a un qui s'appelle Vie municipale, conseil municipaux, on a tout un tas de documents, on vérifiera qu'il n'y ait pas. Voilà. Je suis allée, j'ai vu les documents. Non, il y a des délibres. Je suis allée voir, il y a des délibres, mais les documents en l'état, les PDF du DOP par exemple, il n'est pas accessible. On fera la vérification, sachant qu'effectivement, comme c'est des pièces qui avaient été communiquées en amont de délibération, il n'y a pas lieu qu'on ne communique pas a posteriori sur le site. Non, on le communique. Je rappelle après que n'importe qui nous en fait la demande, on lui envoie. D'autres questions? Personne travaille aux finances, pas de souci. Qui est pour ce règlement? Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Nous avons parcouru l'ensemble des points à l'ordre du jour. Je dois vous rendre décision que j'ai prise dans le cadre des délégations que vous m'avez données
sur 2 décisions. La 2026-16, nous avons fixé les tarifs de l'école de musique pour la saison 2026-2027 en prenant, comme l'année dernière, avec une augmentation de 1% arrondi à l'euro supérieur pour des questions de commodité. Nous avons enfin eu le retour du service général de comptabilité et la décision 2026-7 qui manquait dans la liste que nous avions le dernier coup, ce qui avait un trou, eh bien, a été ce coup-ci approuvé le 25 juin. Et donc, c'était une décision relative à la modification de la régie des recettes des droits de place et location pour confirmer ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir qu'on ne prend plus les chèques. Voilà, tout simplement. Vous dire, avant de lever la séance et de vous annoncer la date du prochain conseil municipal, vous proposez de faire un tour sur comment s'est engagé lors du vote des représentants de la ville dans des organismes, de faire un tour tous les 6 mois. Donc je propose à Yvette Segla de nous faire un rendu rapide du conseil d'administration de l'EHPAD. Oui, merci. Alors, le premier conseil d'administration de ce nouveau mandat a eu lieu le 16 juin. Et 2 points importants étaient à l'ordre du jour. C'était le vote de l'EPRD 2026 et le vote de l'adhésion au GTSMS. Donc, pour plus de précision, le GTSMS, c'est l'état provisionnel des recettes et des dépenses liées à la tarification de l'activité qui finance les établissements en fonction des actes médicaux réalisés. Et ce système encourage l'optimisation des coûts et la maîtrise des dépenses tout en étant soumis à un contrôle strict par l'ARS, c'est-à-dire l'Agence régionale de santé. Il y avait également le vote de l'adhésion au GTSMS, c'est le groupement territorial social et médico-social. Cette adhésion est obligatoire depuis le 1er janvier 2026 pour les établissements de services publics autonomes du champ des personnes âgées, notamment les EHPAD. C'est un groupement entre plusieurs établissements comme les EHPAD, hormis les hôpitaux qui, eux, ont leur propre réglementation. Le but de ces 2 votes était de rassembler les établissements sur un même périmètre territorial. Pour les 2 EHPAD de la Côte Saint-André, c'est le territoire Nord-Isère, en leur permettant de mutualiser des fonctions essentielles comme les achats, la comptabilité, la gestion des ressources humaines et bien d'autres fonctions essentielles, tout ceci pour réduire les dépenses des établissements. Et ces 2 propositions ont été votées à l'unanimité. Merci. Merci Yvette. Marie, sur le lycée Berlioz. Oui, alors moi je suis allée le 18 juin au bilan du CESCE, c'est le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement. On n'était pas très nombreux parce que c'était le premier jour du bac. Ouais. Donc il y avait quand même la proviseure adjointe, la CPE et l'infirmier. On a abordé des grandes thématiques il y a des actions qui sont mises en place dans ces thématiques qui sont la citoyenneté, l'éducation au développement durable, la solidarité, la sécurité, la prévention des conduites addictives, la lutte contre le harcèlement, la lutte contre les violences, l'éducation aux médias, l'éducation à la santé, avec notamment l'alimentation et la diététique. Donc il y a de nombreuses actions qui sont mises en place, comme par exemple la formation des délégués, la mise en place d'un compost, la mise en place d'ateliers d'échange, etc. Je ne peux pas retracer donc tout ce qui a été abordé. Moi, je note une richesse de ce qui est fait et du nombre d'intervenants. Ils sont quand même face à des problématiques compliquées, avec des jeunes en difficulté. Et, voilà, souvent, on a abordé pas mal de choses, c'était très instructif. Ce qui est remonté par rapport à la mairie, c'est un problème d'incivilité, d'insécurité sur le parking au niveau du stationnement. Après,
Alors, remercier Monsieur le maire pour son intervention dans la formation déléguée sur la question d'engagement. Et voilà, c'était hyper riche, mais tout dire en quelques minutes, c'est un peu compliqué. Je trouve qu'ils sont très actifs par contre avec ces jeunes qui sont parfois en difficulté. Il participe beaucoup à la vie côtoise. Effectivement, j'avais reçu plusieurs classes pour leur expliquer ce que c'est que d'être élu. C'était juste avant les élections, en fait. Donc, vous aurez les rendus que vous font les personnes seront mises au compte rendu. Donc, je vous demanderai de les faire passer. Claude, sur le lycée agricole. Oui, l'LGTA, donc il fait partie. Donc, j'ai fait 2 conseils d'administration, un le 16 mars, le lendemain des élections, et un le 22 juin à la Côte-Saint-André. Le 16 mars, c'était à Tour du Pin, parce que le directeur du lycée agricole de la Côte, il pilote aussi le LPA de la Tour du Pin, l'exploitation horticole aussi du lycée agricole de la Tour du Pin, ainsi que la ferme du lycée à la Côte-Saint-André. Donc, c'était surtout sur les parties budgétaires, les décisions modificatives. Il y avait aussi tous les calendriers scolaires, tout ce qui est stage, les tarifs, tout ce qui est effectif, les règlements intérieurs. Donc, ça a été surtout sur ces bases-là. Sur l'exploitation agricole, c'est la restructuration de la ferme, donc les bâtiments qui doivent être tout respectés. Les points sur les ateliers, les différents de l'exploitation et les orientations de production. J'ai participé aussi le 9-6 au conseil intérieur du lycée agricole, donc sur les bilans scolaires et puis tout ce qui est préparation à la rentrée, recrutement sur les effectifs pour les professionnels. Ils en sont où sur la restructuration de la ferme? C'est toujours en consultation. Consultation, oui. Il y a l'architecte qui est passé. Donc, il pense que ça devrait être effectif pour 2030-2031, mais c'est encore pas acquis. Parce qu'avec la région, il y a eu un concours d'architectes. Voilà, là, l'architecte, 3 archis ont été choisis. Maintenant, ils font leur candidature. Ils vont être retenus là prochainement. C'est pour ça que je demandais. Ça ne devrait pas tarder. Ouais. C'est des procédures très longues avec la région. Merci Claude. Collège Jonking, Sébastien. Alors, il y a eu 2 conseils d'administration, le premier et le 28 avril, où on peut noter la validation des budgets de plusieurs voyages scolaires, la présentation du compte financier 2025, la présentation de la grille d'évaluation du DNB, donc le diplôme national du brevet des collèges, ainsi que la modification du règlement intérieur qui visait à améliorer sa lisibilité et sa compréhension. Ensuite, la présentation du calendrier de fin d'année. Et puis, fait un peu marquant, une alerte du comptable sur la mise en place d'un nouveau logiciel de comptabilité au niveau national. J'ai retenu que ça ne va pas être simple pour les comptables de ces établissements. Et donc, bon courage à tous les C'est déjà le comptables. bazar depuis 7 ans. Oui, tu ne prends pas part au vote. Ah, celui-là, c'est sûr. Voilà, et puis il y a eu un deuxième conseil d'administration le 29 juin, donc avec la présentation du bilan de voyage scolaire cette fois. Et puis l'intégration des modifications du règlement intérieur suite au contrôle juridique qu'il y a eu, parce qu'ils avaient fait une première passe, ensuite il y a un contrôle, il y a quelques ajustements juridiques qui ont été apportés. C'est pas la préf, mais c'est le rectorat. C'est pas la préf, oui, Non, c'est le rectorat. c'est interne. Ensuite, il y a une proposition de répartition de la dotation horaire pour la rentrée, donc c'est l'organisation des horaires des professeurs à la rentrée. Et puis une présentation du projet de calendrier prévisionnel pour l'année 2026-2027. Préparé pour la suite. Voilà. Oui, merci Sébastien. La dotation globale horaire, c'est un grand débat. Ça ne nous concerne pas, mais c'est chaud. Hein. C'est en fait combien d'heures ils attribuent à l'établissement. Comment il est réparti? Ça vaut le coup de l'avoir fait une fois dans sa vie. Alors, merci Sébastien. Daniel, sur le TE38. Donc le TE38, donc, le 18 mai, donc, on a eu un premier comité territorial et là il s'agissait dans ce comité territorial d'élire les délégués de territoire. Hein. Donc en termes de délégués de territoire, donc 4 personnes, dont moi-même. Donc par la suite, donc on a eu un comité syndical, donc là on retrouvait tous les délégués de territoire. Là cette fois-ci il s'agissait
d'élire le président du TE38 ainsi que les vice-présidents thématiques. Donc, juste pour info, un vice-président thématique, donc localement, c'est Madame Ferrari, qui est donc adjointe apparemment, et vice-présidente. Et ensuite, la dernière réunion, donc, il s'agissait de la réunion de bureau. Là, donc, et là, donc, je ne peux pas dire grand chose parce que dans ce bureau, on reprend pratiquement sur tout le territoire de l'Isère, donc des actions qui sont en cours, qui sont en sommeil, qui sont. Donc, c'est plus je dirais, c'est on balaie un peu tous les projets qu'il peut y avoir. Alors, pour info, donc, toutes les décisions, quelles qu'elles soient, comité syndical, comité territorial et donc le bureau, sont disponibles sur le site du TE38. Donc, c'est accessible à tous. Merci Daniel. Je dois vous rendre compte de notre représentation à AIDA. Donc, nous avons eu un conseil d'administration il y a quelques semaines, je ne me rappelle plus exactement, mais dans lequel il y avait 2 sujets importants: attribution des marchés pour le festival, le repas, la sécurité, le montage. Ça fait partie, j'en profite, de ce qui vous est dit ce soir. Ce ne sont que les parties que nous avons le droit de vous dire, hein, puisque le fonctionnement interne des structures n'a pas été divulgué, ça a été vérifié. Et le fait marquant qui a été, deuxième fait marquant qui a été à ce conseil d'administration, c'est l'annonce du départ de Bruno Messina, qui après 18 années passé à la direction de l'établissement. Parce que quand je dis la direction de l'établissement AIDA, il n'y a pas que le festival Berlioz, il y a à travers Champs, à une époque, il y a eu le festival Messiaen, il y a eu les Alléchantes. Voilà. Donc, il pilote tout ça tout au long de l'année. Et donc, Bruno va prendre la direction des Corégies d'Orange. Et moi, vous me permettrez ce soir, on le fera de manière plus officielle, mais de le remercier, de le féliciter pour ses 18 années de présence au festival, puisqu'il a permis à ce festival de prendre une ampleur que l'on connaît aujourd'hui. Donc, un recrutement est en cours. Il est piloté par le département qui est le principal financeur. Et la ville de la Côte-Saint-André y est associée. Voilà ce qu'on peut dire sur AIDA. Conseil de l'école de musique, Sophie. Je n'ai pas grand-chose à dire, il faut dire qu'il va avoir lieu le 24 septembre. Voilà. Petit souci d'agenda, donc on le fera à la rentrée. Merci, c'est court, c'est bien. Conseil de l'école publique, Joris. Alors effectivement, on a eu une réunion le 22 juin 2026. J'étais accompagné de Daniel Baird. Donc on a pu aborder le bilan de fin d'année au niveau de l'école, avec les activités qui ont été mises en place par l'école et les enseignants. Également, on a abordé le fonctionnement global avec les effectifs de l'année prochaine. Nous avons parlé du PPMS unifié avec les tests incendies qui ont été effectués et tout était bon. Donc, ça a été effectué pendant une classe théâtre, donc vraiment les personnes ne sont pas au courant et donc heureusement ça a été bien pris, ils ont bien appris entre guillemets leur leçon et tout était en sécurité. C'est très bien. Nous avons également parlé de l'organisation de la kermesse en collaboration entre l'école publique et l'association autour de l'école. Et nous avons été interpellés par les parents concernant des branches qui débordent sur le trottoir rue de la Halle. Didier a fait un courrier aux copropriétaires pour qu'ils puissent faire le nécessaire pour l'entretien de leur parcelle. Voilà. Et je vous remercie. Merci Joris. On a beaucoup de mal avec les propriétaires qui n'entretiennent pas leur bord de voirie. Le CNAS, Yvette, ça va aller vite aussi? Ah oui, très vite. Je n'ai reçu que le code d'accès pour aller au site et c'est tout. Voilà. Merci. Sécurité routière, Didier. Oui, là, ça va être rapide aussi, parce que j'ai encore rien reçu. Donc, je suppose que ça sera pour la prochaine fois. Pour le correspondant de défense, Jacques Malfroid-Camille, il a assisté à une réunion à la région. Il m'a, dans son mot d'excuse et de représentation ce soir, il m'a dit qu'il interviendrait au prochain conseil pour vous donner des informations, parce qu'il souhaiterait notamment que les écoles soient plus associées à ce rôle de mémoire. Hein, dans le correspondant de défense, il y a aussi ce rôle de passation et conservation de la mémoire. Sur l'Ambroisie, et non pas Ambroise, hein, Denis. On a eu une réunion de lancement de la campagne à Via-Brisbane.
avec tous les nouveaux, puisque ça a eu un renouvellement d'équipe. On était pas mal nombreux. La saison d'Ambroisie, elle a bien démarré. Elle a démarré très tôt. C'est la première fois que j'y vois. Elle a démarré début juin. Début juillet, d'habitude c'est début juillet. Un mois d'avance. Vu la sécheresse et tout, par contre, c'est une plante qui s'adapte à tout. Et là, en ce moment, elle est en état végétatif. Elle ne progresse pas. Et on attend. Alors bon, à l'arracher à l'heure actuelle, c'est très difficile, vu la sécheresse, puis vu, on ne va pas y aller avec une lampe de poche la nuit, quoi. Mais disons que c'est pas, pour l'instant, c'est pas, elle progresse pas plus. On maintient le niveau, voire on va même le faire baisser cette année, je pense, avec le secteur. Il n'y en aura pas plus, quoi. Voilà. Mais pour autant, elle ne meurt pas. Non. C'est vrai qu'actuellement, c'est toujours principal. Ouais. Par rapport au reste. C'est vrai qu'on la repère facilement en ce moment. Entre ça et le liseron, à peu près, t'es bon. Bon, voilà. Et heureusement d'ailleurs qu'il ne faut pas trop la broyer pour l'instant, parce que si la sécheresse se maintenait, qu'elle continuait, si elle se mettait à fleurir, pour broyer là, ça va être compliqué, parce qu'avec les risques de sécheresse, on est à nouveau en alerte très fort sur les risques d'incendie. Donc on cumule les soucis de risque d'incendie, de sécheresse et de canicule. Voilà. Donc, c'est peut-être pas forcément évident pour la population, c'est peut-être en profiter. La canicule, c'est la mise en danger des êtres vivants, que ce soit bien entendu les êtres humains, mais aussi tous les animaux, sur lesquels il faut être vigilant. Donc ça, c'est la partie canicule. Nous avons de la partie sécheresse. Donc la partie sécheresse, c'est le danger du manque d'eau, avec des restrictions d'eau. Là, on vient de passer en 3/4. Donc, on va faire. Moi, j'ai un rendez-vous demain matin à 9h au niveau de l'Interco pour savoir quel est le niveau d'application de la préfecture. J'ai vu que l'arrêté vient de paraître. Donc, à mon avis, il y aura certainement une interdiction, une restriction d'horaire d'usage d'eau. Donc, c'est en train de partir. C'est parti pour durer. Donc, ça, c'est la sécheresse. Grosso modo, c'est l'eau et c'est l'impact sur l'usage de l'eau. Et nous avons un nouveau critère qui vient de se mettre, qui est la partie de vulnérabilité au feu de forêt, qui peut être fort, très fort, etc. Et vous allez me dire, on n'a pas des bois, mais aujourd'hui, tout ce qui est en végétation peut partir. Donc, c'est pour ça que vous voyez souvent qu'on est classé sur les feux de sécheresse. Donc, vous avez la canicule, vous avez la sécheresse, vous avez les feux de forêt, et vous avez ensuite Météo France qui régulièrement vous balance des risques d'orage, la foudre, c'est ce qui a mis le feu au bâtiment de vie de la maison du département. Les fameuses Algeco qui sont derrière, là, c'est la foudre qui est tombée ce week-end sur ce bâtiment. Voilà, donc on a de la chance, ça n'a pas mis le feu à la pépinière, ça n'a pas mis le feu au reste. Mais voilà, je ne peux qu'en profiter pour inciter toute la population à être ultra prudente. Ça part, mais alors très vite. Et je crains qu'on ne soit pas sur de meilleurs jours, sur les jours à venir. C'est pas parce qu'il y aura plu un tout petit peu qu'on aura assez d'eau, d'une part. On aura peut-être moins chaud, mais il manquera toujours de l'eau et ça restera sec. Il faudrait que ça pleuve un moment. Et si ça pleut trop fort, on peut avoir des glissements. Je vous rappelle l'année dernière au mois d'août, quand c'est tout parti d'un coup sur un secteur très localisé. Voilà, en tout cas, merci à l'ensemble des élus pour ces représentations. Nous respectons notre engagement de communication. Ça sera dans les rendus. Je vous demande de les communiquer à Albert pour qu'on puisse les mettre là. Nous avons fait le tour des points que nous souhaitions aborder ce soir et je dois juste, pour terminer, vous confirmer que j'ai perdu le papier qui va avec. Le prochain conseil municipal sera le 22 septembre 2026. 22 septembre 2026. Et je conclus ce conseil municipal en levant la séance à 19h36, en vous remerciant de votre participation, remerciant le public, et en vous souhaitant de bonnes vacances. Prenez du repos et prenez soin de vous. Merci, bonne soirée. Merci.